Et on va donner la parole à Raphaël Mingeard, qui, outre tout ce que je vous ai dit sur lui, est également président du groupe Psyrea. C'est quoi le groupe Psyrea? C'est un groupe qui intervient dans les services pour aider à prendre en charge les patients sur le plan psychologique, mais aussi les soignants. Et je ne doute pas que ta communication va faire écho à celle de Mathieu. Oui, en effet, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité dans ce e-congrès. Je vais vous parler un petit peu de l'angoisse vécue par les patients de réanimation. Alors en quelques mots, et ce que vous connaissez déjà, c'est que la réanimation pour les patients, c'est un lieu inconnu, c'est un lieu qui va apporter beaucoup de perturbations au niveau du système perceptif, à la fois par ce pourquoi les patients sont atteints, mais également le lieu en lui-même. C'est un lieu aussi de contraste où les patients sont pris dans des états de détresse et d'agitation et de calme en lien avec des angoisses de mort. Les patients sont pris par des vécus de perte des repères habituels, temporaux, spatiaux, perceptifs, aussi des troubles mnésiques, et puis la perte de la distinction entre soi et les autres. Et tu parlais tout à l'heure du trou, et on va parler d'un trou entre l'expérience de vie dans le continuum finalement de cette expérience de vie. Les patients sont aussi aux prises avec des vécus d'effondrement de la perception, des vécus d'effondrement momentanés mais parfois plus longs, notamment de la perception sur un aspect assez global, mais de la question de la douleur. Ce serait intéressant du coup qu'on puisse aussi échanger sur cette question de la douleur, du rôle et de la fonction de la douleur. En somme, les patients vivent ce qu'on appelle nous un sentiment d'inquiétante étrangeté qui va être marqué par un certain nombre d'angoisses. L'angoisse, alors habituellement l'angoisse c'est un phénomène qui est plutôt un phénomène normal et non pathologique. C'est un signal d'alarme, un signal qui vient de l'intérieur de soi, qui vient dire que quelque chose dysfonctionne. L'angoisse est problématique à partir du moment où elle déborde, où on n'arrive plus à juguler cette angoisse, ou en tout cas à la contenir du moins. En réanimation, cette angoisse, bien souvent, est plutôt débordante, du fait d'un emboîtement de traumatismes. Les patients arrivent pour un certain état traumatique, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que cet état-là fait écho à différents traumatismes de vie qui viennent faire catharsis à ce moment-là. Donc on a aussi affaire à une modification non seulement du système perceptif, mais du système habituel de défense, c'est-à-dire d'organisation qu'on peut avoir de notre appareil psychique habituel. Les patients sont donc dans un état de vulnérabilité physique et psychique, avec des angoisses archaïques, généralement des angoisses de mort, d'effondrement, de morcellement, pour certains patients des angoisses de liquéfaction, et puis il y a une peur de la mort qui est massive. Dans ces moments-là, les patients ont besoin de travailler à se réorganiser, de pouvoir réorganiser la distinction entre le dedans et le dehors, entre soi et les autres. Ils ont besoin de rétablir un lien suffisamment sécure aux autres, en tout cas à l'entourage, de pouvoir contenir leurs angoisses par eux-mêmes, et puis de se réorganiser, de réajuster les perceptions, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du réveil, le système perceptif reprend sa place, se remet à fonctionner, et ça demande un temps de réorganisation. Et puis réorganiser effectivement la perception de l'espace et du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer ces patients ? Je me suis amusé avec que faire et que dire. Que faire d'abord ? C'est d'abord écouter les malades, prendre le temps d'écouter les malades. Je vous ai mis en dessous, prendre ce temps n'est jamais une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps que d'écouter les patients. S'adresser aux malades, on a affaire à ce que tu disais Mathieu tout à l'heure, on a affaire à une personne, ne pas oublier qu'on a affaire à des personnes, à un sujet. Écouter également leur famille, échanger avec les familles. Plus on connaît l'environnement du patient, plus on connaît sa famille, son histoire, plus on va apprendre des choses sur comment vit ce patient et plus on va pouvoir adapter nos soins par rapport à la connaissance qu'on a du malade. Ça permet aussi de lutter contre ces éléments de déliaison qui sont opérés par les angoisses de mort, c'est-à-dire que les patients vont projeter dans l'équipe un certain nombre de mouvements d'angoisse que l'équipe va pouvoir contenir parce que c'est une équipe. Plus on échange en équipe, plus on a la capacité, et en équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, et plus on aura la capacité de contenir les angoisses d'un individu et de sa famille, de les accompagner. Parler en équipe, ça peut être des échanges au pied du lit du malade, avec le patient, avec la famille, d'échanger sur l'histoire de vie, sur les différents événements de vie du patient. Mais parler en équipe, c'est aussi travailler ensemble dans un décalage, dans les temps qu'on appelle soit d'analyse de pratique, soit les groupes BALINT qui sont un peu mieux connus par les médecins.
Et puis que dire pour rassurer un patient? Alors en gros, et ça devrait même clignoter si j'avais pu, c'est proscrire le ça va bien se passer, mais plutôt parce que ça va bien se passer, dire ça va bien se passer à un patient, c'est juste chercher à se rassurer soi-même. Plutôt se présenter, se représenter, décrire les lieux, les personnes, l'environnement, ne pas oublier que les patients sont dans des états, je vous disais, de vulnérabilité tout à l'heure, des états dans lesquels ils ont du mal à faire avec ce qui leur arrive et du coup associer ça à une parole qui va être une parole qui nie pas l'évidence de la situation mais plutôt une parole qui va la signifier. Vous êtes en difficulté, nous sommes à vos côtés pour chercher avec vous comment traverser ces moments difficiles. Et puis enfin, cette parole, il est important aussi qu'elle vienne tenir compte du lien humain qui est en train de se dérouler. Et notamment, on peut la souligner par le fait qu'on a besoin du patient pour qu'il nous aide à comprendre ce qui lui arrive. On a besoin de travailler avec lui. En dernier lieu, demander l'accompagnement des psychologues. Le texte de loi en France signifie bien que les réanimations ont le droit de faire appel à un psychologue et que l'institution hospitalière doit lui fournir ces services-là à leur demande. Voilà ce que je voulais vous faire passer. Merci beaucoup, Raphaël. Donc là, l'angoisse, l'anxiété, c'est pas dans les recos. On ressort du cadre des recos. On avait essayé de faire mieux avec la prise en charge de la douleur, parce que la douleur, c'est assez stéréotypé. C'était un premier pas. Et là, on a l'impression qu'on rentre un petit peu plus dans la tête du patient en parlant d'angoisse. Donc toi, tu es psychologue clinicien, tu as une grande habitude de la réanimation. Nous qui ne sommes pas psychologues et qui devons gérer des patients angoissés au quotidien, comment on fait pour savoir s'ils sont anxieux, angoissés? Il y a des outils, il y a des scores, il y a le score de Minjar. Alors, il n'y a pas encore le score de Minjar, mais en tout cas, il y a des échelles qui permettent de mesurer l'angoisse. Échelle dont je me sers un petit peu moins. Moi, je vais plutôt parler d'un travail d'accordage. Alors, c'est un mot un peu qui peut paraître barbare pour la réanimation, qui ne l'est pas pour la psychologie, qui va être le travail dans la relation avec le patient. Je vous disais, dire à un patient tout va bien se passer, ça sert à rien. Donc être trop loin ou être trop près, l'idée c'est de trouver la bonne distance dans le vécu du patient et dans son vécu à soi. C'est de trouver un écho. Alors Mathieu prenait tout à l'heure l'exemple de la petite enfance. On peut très bien avoir comme ça, comme image, une mère et son bébé, et on peut très bien avoir à l'esprit, sans pour autant évidemment infantiliser les patients, c'est pas l'objectif, mais l'idée c'est comment est-ce que cette mère va pouvoir s'accorder à son bébé en essayant de comprendre ce qui lui arrive. Donc elle va essayer d'ajuster sa posture, la tonalité de sa voix, elle va essayer d'ajuster ses gestes. Tu nous disais, Mathieu, peut-être des fois inventer une histoire ou aller plus doucement ou essayer d'être à l'écoute de ce que le patient va nous renvoyer. D'être vrai, ce qu'on ressent. Et comme une mère, c'est-à-dire le faire avec sa propre sincérité du moment. Tout à fait. D'accord. Mais concrètement, les échelles 0-10 par exemple, nous on a l'habitude de demander au patient de quantifier sa douleur entre 0 et 10. Ça pourrait marcher pour l'anxiété ? On peut utiliser une échelle d'anxiété. Je pense que l'échelle ne fait pas la relation. C'est-à-dire que l'échelle vient témoigner de quelque chose qui se joue dans la relation. L'échelle, c'est une évaluation. Ça permet d'avoir un regard sur quelque chose, mais ce n'est pas l'échelle qui fait la relation. Ce qui fait la relation, c'est la présence du soignant auprès du patient. C'est le temps qu'on passe auprès du patient. C'est le temps qu'on passe avec les familles. Tout à fait, mais ça, c'est presque thérapeutique, c'est dans la relation ce qu'on apporte au patient, il y a de la bienveillance, pour savoir s'il est anxieux, angoissé. Est-ce que justement on ne pourrait pas utiliser cette échelle 0-10 comme un moyen de s'accorder? On n'est pas psychologue, pour essayer de savoir à quel niveau il se situe par rapport à nous, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette échelle tous les jours? On peut l'utiliser comme un témoin. Effectivement, on peut l'utiliser comme un témoin avant notre rencontre et après la rencontre. Effectivement, ça peut accompagner les soignants qui, comme tu dis, n'ont pas forcément une formation de psychologue ou de psychothérapeute, mais qui ont besoin d'avoir un témoin, enfin, en l'occurrence une échelle qui permettrait de qualifier un petit peu le travail qui a été fait. Parce qu'il y en a qui l'ont utilisé pour des études sur l'impact du réglage du respirateur d'un patient qui a du mal à respirer. On règle le respirateur, ou bien la musicothérapie en réanimation avec des échelles simples 0-10 ou des échelles visuelles analogiques. Et ça peut permettre aussi de s'accorder dans la différenciation entre les différents symptômes
qui préoccupent le patient. La douleur est bien étudiée maintenant, mais il y a aussi, si on prend les 5 symptômes qui sont le plus source de souffrance chez les patients après la réanimation, il y a la douleur, l'anxiété, l'insomnie, la dyspnée et la soif. Et dans la BD de Mathieu, il y a à un moment donné, il est en réanimation, il est sous respirateur, le respirateur fait un bruit hallucinant, tsoum-pchi, etc. Et il y a les bruits des alarmes. Bon, t'as de la chance, t'as une fenêtre, c'est pas toujours le cas. Je m'en suis aperçu qu'à mon réveil, ça. Ah bon. Et il pense à un truc, c'est j'ai soif. Et si nous, on se focalise pour aller chercher la douleur de manière systématique, ce qui est déjà bien, eh bien, on peut passer à côté d'un certain nombre d'inconforts comme j'ai froid, j'ai chaud, j'ai soif. Et si on utilise des échelles 0-10 entre tous ces symptômes, ça permet aussi de prioriser les 2 symptômes les plus sévères et peut-être aussi de voir de jour en jour s'ils ne s'améliorent pas. En gros, ce n'est pas complètement interdit d'utiliser l'échelle 0-10 pour l'anxiété. Non, c'est pas interdit, ça peut même être un bon outil. Pour faire juste l'écho avec le moment de la BD de Mathieu dont tu nous parles, on peut se poser la question si au moment où Mathieu écrit « j'ai soif », si c'était bien la sensation qu'il percevait au moment où il la percevait. Et ça, on n'en a aucun signe. Donc l'idée est peut-être plus de travailler sur l'ensemble des inconforts, de travailler sur les 5, pas forcément en même temps, mais dans leur globalité et dans la prise en charge du malade, plus que d'en fixer 1 ou 2 et de vouloir absolument les réduire. Et puis on a aussi de l'inconfort physique dont tu viens de parler, puis il y a l'inconfort psychique, le sentiment d'abandon, tu nous l'as bien même montré tout à l'heure, d'être très vulnérable, d'être coupé un petit peu de ses repères habituels. Ça, on n'a pas d'outils, il faut simplement en être conscient. Pour ensuite essayer par des petits moyens, pas forcément des choses très extraordinaires, arriver à ce que, au fond, notre patient sorte le plus vite possible et dans le meilleur état possible de cette expérience assez traumatisante qu'est un séjour en réanimation. Question. Le patient est angoissé. Qu'est-ce que je fais pour le calmer ? Il est angoissé, agité. Comment je dois me comporter ? Est-ce que je dois être super calme ? Est-ce que je dois lui dire calmez-vous, arrêtez de bouger ? Eh bien, réponse, est-ce qu'une mère va juste dire à son enfant maintenant ça suffit, tu te calmes, et est-ce que ça marche ? C'est fréquent quand même ça, on conviendra tous que c'est fréquent qu'elle le fait, mais c'est pas fréquent que ça marche. Ce qui va marcher, c'est le temps qu'elle va passer et elle va chercher à trouver comment elle s'accorde à l'inquiétude de son enfant, en l'occurrence comment est-ce qu'un soignant va accorder ses gestes, va accorder sa position, ses paroles. Pour faire l'écho à ce qui était dit juste avant, le problème, c'est peut-être pas forcément de ce qu'on a à dire aux patients, c'est comment on accompagne ce qu'on dit par la présence. Et cette qualité de présence, elle se trouve au fur et à mesure de la rencontre, elle se construit avec le patient et avec la famille. Je crois que Marianne nous en parlera encore davantage. La question qui était posée au niveau du quiz, c'était un patient qui a 2 semaines de réanimation, 3 semaines de réanimation, et puis on a l'impression qu'il semble un petit peu abandonner le combat. Il veut plus qu'on le mette au fauteuil, il veut plus la réhabilitation, il veut plus l'épreuve de sevrage. On a de moins en moins de contact avec lui, et il se crée une discussion dans l'équipe en termes de pronostic et de futilité de continuer ou pas le combat. Et dans l'équipe, on est souvent partagé entre ceux qui disent t'as qu'à lui demander au patient s'il veut continuer, et d'autres qui sont très paternalistes, qui disent oulala, ne lui demande pas, le pauvre, tu vas l'angoisser. Donc c'est la question que je posais au quiz. Éprouvez-vous des difficultés à demander à vos patients s'ils souhaitent continuer la réanimation ? Eh bien, 2/3 des répondeurs éprouvent des difficultés à demander aux patients s'ils souhaitent continuer la réanimation. Y a-t-il une règle ? Je ne sais pas s'il y a une règle, je ne sais pas si c'est pas à réfléchir sur la façon dont on formule la question, parce que demander à quelqu'un s'il a envie de continuer de vivre... Alors concrètement, c'est par exemple, on va l'extuber, mais on sait qu'il a au risque d'être réintubé, et là on dit oui, mais peut-être que si on doit le réintuber, on ne le réintube pas. Donc qui c'est qui le réintube, qui ne le réintube pas ? Et là ils vont dire, on va demander au patient, est-ce que vous voulez qu'on vous réintube ou pas ? Ça c'est du quotidien. Là tu nous amènes sur le terrain de l'éthique, mais qui est une vraie réflexion aussi.
Je crois que la façon, quelle que soit la réponse qu'on va apporter à une telle question, c'est un travail d'équipe, c'est une prise en charge qui doit être pluridisciplinaire, qui doit s'accompagner avec les familles. Et il me semble qu'il n'y a pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse juste. Je pense qu'on doit travailler au cas par cas et à chacune des situations. Et puis ce qui me semble le plus important, c'est que quelle que soit la décision qui va être prise, il ne s'agit pas de prendre une décision et puis ensuite de partir, il s'agit de prendre une décision et de rester et d'accompagner la décision qu'on a prise. Merci beaucoup Raphaël. Donc rien n'est simple et c'est aussi, ça rejoint l'éthique. Pour essayer de ne pas se tromper, il faut discuter, écouter les autres êtres humains qu'il y a dans l'équipe et prendre la meilleure décision et aussi se donner du temps. Pas d'urgence dans cette discussion.